Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs chantiers d'aménagement et de bitumage d'axes routiers engagés au Burkina. Certains achevés officiellement inaugurés. Le secteur des infrastructures routières a beaucoup bougé en 2019. Que retenir du nombre des chantiers d'envergure? La réponse dans quelques instants. Le territoire national sous suspension poussiéreuse, constat fait ce matin par la population, un fait qui s'accompagne de la chute des températures. Le phénomène pourrait s'étendre sur au moins une semaine avec une intensification pendant les soirées. Détail avec les spécialistes dans ce journal. Tayyip Erdogan vole au secours du gouvernement d'union nationale en Libye. Il reçoit cet après-midi le feu vert du Parlement pour une intervention militaire. La Libye est désormais le terrain de positionnement des grandes puissances et la Turquie, comme le Qatar, se place aux côtés du pouvoir officiel, tandis que le camp adverse du maréchal Haftar est soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ce sont là les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Comment donc se porte le secteur de l'énergie dans ses activités de transport, de production et de distribution? Quid du règlement des litiges entre les acteurs? Les réponses sont consignées dans le rapport de l'autorité de régulation du dit secteur. Ce rapport couvre l'année 2018 et il a été remis au Premier ministre Christophe Dabiré le 31 décembre. Isiaka Ouedraogo et Oumou Sissé. En 2018, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a joué tant bien que mal son rôle de contrôleur et de suivi des activités du secteur. Des activités consignées dans ce rapport 2018 remis au Premier ministre ce mardi 31 décembre. Il a été constaté en 2018 que le pourcentage au niveau des activités du secteur électrique s'élève à 8%. Au niveau de la production de l'électricité, en 2018, nous n'avons pas constaté la construction de centrales de production d'électricité, ni le solaire, ni au niveau du thermique. Au niveau de la distribution, là, les activités sont assez faibles. Il avait été prévu le raccordement de plusieurs abonnés, mais finalement, la Sonabel et les coopératives d'électricité ont pu raccorder environ 48 000 abonnés. Un résultat en deçà des attentes. Et selon Mariam Nikima, le gap est d'environ 120 000 abonnés. Dans ce rapport 2018, il est également question du règlement des litiges entre les coopératives d'électricité et les abonnés. Et un autre secteur qui a beaucoup bougé pour l'année 2019, c'est bien celui des infrastructures. Le bilan fait état de plusieurs chantiers d'aménagement et de bitumage à l'intérieur du pays. L'on compte également les routes dont les travaux de construction sont achevés avec à la clé la remise officielle. Retour ce soir sur les gros chantiers avec Abdelaziz Yagibou. Du bitume pour désenclaver et propulser la machine du développement socio-économique du Burkina. Le vent de l'année 2019 aura balayé le désespoir et les cauchemars qui hantaient des usagers de certains axes routiers de l'intérieur du pays. Des axes tels celui reliant Guiba à Garangou. Grâce à un prêt de 29 533 millions de francs CFA consenti auprès de la Banque islamique de développement BID, ce tronçon de la RN17 a vu ses travaux de bitumage officiellement enclenchés en fin novembre dernier. Au même mois de novembre 2019, des engins de génie civil sont entrés en action pour revêtir de bitume la route nationale 18 reliant Fadan Gourma à Bogandé. C'est le processus de désenclavement de la Nyanya, jadis qualifié par d'aucuns de profonde et métallique, qui est ainsi amorcé. La construction de cette route longue de 129 km coûte au Fonds spécial routier du Burkina 20 milliards de francs CFA. Le cri de détresse et le plaidoyer des usagers de l'axe routier Sapara-Puitenga-Kalwartenga a eu un écho favorable auprès des gouvernants en 2019. En réponse, l'État injecte 6 milliards de francs CFA pour réhabiliter cette route coloniale économiquement rentable, mais devenue un parcours de combattants. L'acte symbolique marquant le début d'aménagement et de bitumage de cette route de 22 km assortie d'une bretelle d'accès au marché de Puitenga est intervenu en octobre 2019.
Du bitume également pour les 4 km de route menant au musée de Maniga dans le plateau central à partir de la RN 22 Ouagadougou-Kongoussi. Pour les garants du patrimoine touristique et culturel de Maniga, ce bitume est le fruit de 3 décennies de démarches et d'attentes. L'exécution du chantier a exigé du budget de l'État près d'1 milliard de francs CFA. Une route en 2 fois 2 voies revêtue de 4 couches de bitume et d'un béton bitumineux. C'est la physionomie que la rocade sud-est boulevard de Tansoba, reliant l'échangeur de l'Est à celui de Ouaga 2000, devrait présenter en juillet 2021. Sa réhabilitation, entamée à la mi-juillet 2019, est financée par le Japon dans le cadre du plan directeur d'aménagement de l'Afrique de l'Ouest. Pour que cette rocade longue de près de 7 km refasse peau neuve, c'est l'expertise nippone qui est mise à contribution. Une expertise qui promet livrer un ouvrage moderne à la hauteur des attentes des Burkinabés. Alors que les usagers de cette rocade doivent attendre encore plusieurs mois pour disposer du nouveau bitume à eux promis, ceux de la RN16 Coupela-Tinkorgo, frontière du Togo, poussent déjà un ouf de soulagement. En toute aisance, ils usent de ce taxe routier encore dénommé route communautaire CU9 et dont l'acte inaugural a été posé par le président du Faso en mai 2019. 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès d'institutions bancaires internationales pour la reconstruction de cette route aux enjeux économiques très importants. Après environ 3 ans de travaux de bitumage, la RN10 tronçon de Dougou-Tougan est officiellement ouverte à la circulation en juin 2019. La tenue de cette promesse de campagne du président du Faso vient ôter une grosse épine du pied des usagers et insuffler une nouvelle dynamique aux activités de production et de commercialisation de la boucle du Moun, encore appelée grenier du Burkina. C'est un bitume qui s'étend sur 91 km et dont la construction a coûté à l'État et à la BID 29 milliards de francs CFA. Dans les hauts bassins, les tractopelles du développement de la route sont passées par la capitale économique Bobo-Dioulasso. En 2019, elles ont laissé derrière elles un bitume de 4 km qui facilite l'accès à l'Institut des sciences de la santé de l'Université Nazi Boni. 3 milliards de francs CFA ont été décaissés par le Fonds spécial routier pour le chantier. Des travaux qui ont aussi consisté à la réalisation de voies de desserte et d'ouvrages de drainage des eaux de pluie à l'intérieur de l'Institut. 2019 s'en est allé avec ses réalisations en matière d'infrastructures routières et 2020 s'annonce avec d'autres chantiers d'envergure selon l'agenda du gouvernement. Et pour 2020, l'ONU également sollicite plus de moyens financiers pour conduire les missions d'enrôlement à l'étranger. Et sa requête a été adressée à l'Union pour le progrès et le changement parti politique. Une délégation de l'UPC était en effet dans les locaux de l'ONU pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Constat avec Oumar Sombré. Une délégation de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dans les locaux de l'Office national d'identification, ONI. L'objectif est de s'imprégner des conditions de travail des agents de l'ONI à l'orée de l'année électorale 2020. Nous sommes en train de préparer également des élections. Et il était normal pour nous de venir discuter avec cette structure, comprendre d'abord comment est-ce qu'elle fonctionne et éventuellement porter à son niveau un certain nombre d'observations, notamment liées à la production des CNIB et surtout la production des CNIB au niveau des Burkinabés résidant hors du pays. Au cours des échanges entre les membres de l'UPC et le premier responsable de la structure, il ressort que l'ONU ne dispose pas d'assez de moyens pour mener à bien ses missions, surtout en ce qui concerne l'enrôlement des Burkinabés de la diaspora. Les missions à l'extérieur qui, sans apport extérieur de la part de l'État burkinabé, ne peuvent pas être totalement couvertes par l'ONU, notamment pour cette année 2020 ou pour l'année 2019, nous avons déjà fait plus de 18 pays à travers le monde. Donc nous nous préparons à aller en Côte d'Ivoire, c'est vrai, à partir du 8 janvier. Mais ce serait seulement pour ce pays-là. La délégation de l'UPC, conduite par les élus nationaux, compte bien mener un plaidoyer afin de permettre à l'ONU de travailler sereinement et réussir ses missions d'enrôlement, toutes choses indispensables pour des élections réussies.
Et pour le groupe parlementaire Bourkinlim, il était important de faire le point de sa participation aux activités de la deuxième session ordinaire de l'année. Pour ce faire, il a donné rendez-vous à la presse au travers d'une conférence. À l'occasion, le groupe a aussi expliqué ses prises de position au sein de l'hémicycle. Compte rendu détaillé avec Amadou Ilboudo et Beleman Nestor Toui. Le groupe parlementaire Bourkinlim dresse ici le bilan de sa participation à la deuxième session parlementaire de l'année 2019. Une session essentiellement consacrée au budget national tenu du 25 septembre au 20 décembre dernier et qui a abouti à l'adoption de 7 projets de loi. Le groupe parlementaire Bourkinlim a donné sa caution à l'ensemble de ces projets de loi en votant pour. Ce vote positif de notre groupe s'explique d'une part par la pertinence des projets de loi soumis à notre appréciation et d'autre part par notre engagement à soutenir les actions du gouvernement dans sa quête permanente du bien-être de nos vaillantes populations. Le vote de la loi des finances, l'interpellation de l'exécutif dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, la participation aux activités des parlements de la sous-région sont autant d'activités menées par les députés de ce groupe au cours de la deuxième session. En outre, le groupe parlementaire Bourkinlim a tenu ses deuxièmes journées parlementaires de l'année 2019, les 27 et 28 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso, dans la province du Oué, sous le thème démocratie, dialogue politique, cohésion sociale dans le contexte des échéances électorales à venir. Notre groupe parlementaire invite notre peuple à faire sienne les valeurs de paix, de tolérance, de pardon, de partage et de cohésion sociale. La deuxième session parlementaire a aussi vu le renouvellement des instances dirigeantes de l'Assemblée nationale et a porté 4 membres du groupe parlementaire Bourkinlim aux principaux postes. Le groupe invite le peuple burkinabé à faire sien les valeurs du vivre ensemble pour une paix durable. C'est le temps de l'évaluation au Conseil national multisectoriel pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de regarder de plus près l'état de mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État lors du premier forum de 2018 consacré à cette couche de la population. Une manière également de se préparer pour la tenue du deuxième prévu dans quelques mois. Paul David Bambara et Estelle Judith Assogba. Docteur Oumarou Traoré, premier vice-président du réseau des organisations des personnes handicapées, est l'un des participants au Forum national des personnes handicapées tenu en juin 2018. Et lors de ce forum, le président du FASO avait pris des engagements pour satisfaire les doléances de cette cible. À quelques mois de l'échéance, il n'est pas totalement satisfait. Il faut dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore satisfaits. Mais bon, voyez-vous, il y a tout un ensemble de paramètres qui viennent jouer là-dedans, notamment la situation sécuritaire, qui fait qu'il y a certaines priorisations. Mais nous pensons quand même que pour ce qui concerne la carte d'invalidité, un effort particulier doit être fait pour que quand même on puisse avoir ce document identitaire qui va nous permettre de bénéficier des avantages auxquels nous devons nous attendre. Comme lui, ils sont nombreux de cette cible qui partagent son point de vue. À cette session ordinaire de l'année 2019 du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, les acteurs œuvrant dans la promotion des droits de ces personnes et les intéressés eux-mêmes vont examiner ensemble le niveau de mise en œuvre des 10 engagements et vont aussi dégager des perspectives. Les bourses, vous savez que nous avons de 11% des élèves étudiants et étudiantes vivant avec handicap, aller à 50%. Nous allons voir avec le ministère de l'Enseignement supérieur qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que nous pouvons faire pour encore ouvrir plus de bourses à cette cible. Nous allons aussi travailler à voir est-ce que les infrastructures sont normalisées. Parce que vous savez que l'instruction a été donnée par son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, de normaliser tous les bâtiments afin que ces bâtiments soient accessibles aux personnes vivant en handicap. Nous allons faire l'état des lieux de ceci. Et enfin, nous allons regarder aussi pour voir si la loi 012
qui est une loi effective pour la promotion et la protection des personnes handicapées, les décrets d'application, qu'est-ce qui bloque pour que ces personnes puissent jouir de la détention de cette carte? Le vœu le plus cher de ces personnes est de voir la satisfaction totale de leurs doléances. Un vent froid venu d'Espagne, c'est ce que disent les spécialistes de ce changement de temps que vous avez sans doute constaté depuis ce matin au Burkina. Un territoire sous suspension poussiéreuse accompagné d'une chute des températures avec intensification en soirée. La situation ne disparaîtra pas de sitôt et pourrait s'étendre sur au moins une semaine. Les détails et conseils des techniciens dans ce reportage signé Amado Ilboudo, Oscar Soulama et Beleman Nestor Toui. 2020 débute avec des intempéries de froid et de vent poussiéreux. Même si la situation n'est pas très habituelle, certains Ouagalais ont déjà pris leurs précautions. Entre pullovers, cache-nez et autres, chacun y va de sa stratégie et de ses moyens pour se protéger au mieux. On voit que ce matin, il y a la poussière un peu en suspension, donc je me suis protégée. Le temps n'est vraiment pas clément, il a fait un peu beaucoup plus frais aussi ce matin par rapport aux autres jours. Je l'ai senti depuis hier dans la soirée, moi disons plutôt depuis avant-hier. Voilà. Mais hier on a senti un peu plus une montée en puissance de la fraîcheur. Voilà, d'où pourquoi je me suis prévenu. Je ne pas mon bonnet. Il y a trop de poussière, il me manque le cache-nez, plus un peu. Voilà, avec cette poussière-là, il faut te protéger vraiment, sinon ce sont des maladies. À la station météorologique de Somgandé, le tableau indique 15,8 degrés Celsius et selon les services techniques, ce changement de temps s'explique. Il y a un système qui se trouve au large du Portugal que nous appelons l'anticyclone des Açores. Et c'est cet anticyclone-là qui régule vraiment le temps en période sèche dans la partie sahélienne, y compris le Burkina Faso. Il faut dire que ces derniers jours, cet anticyclone-là s'est gonflé. Donc quand il se gonfle, son activité devient plus importante et du coup, les pressions atmosphériques augmentent, surtout au sol, et cela provoque vraiment des vents forts, comme on l'a constaté il y a déjà 2 jours. Malheureusement, ces vents vont s'intensifier encore les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Les spécialistes conseillent de se protéger au maximum en utilisant du beurre de karité et en portant des vêtements lourds. Sauvegarder les ressources environnementales permettra justement de freiner certains méfaits de la nature. Dans l'est du pays, l'on en est de plus en plus conscient et des organisations environnementales s'insurgent contre la carbonisation anarchique, le curage des ressources halieutiques et les abattages illégaux des animaux. Une biodiversité qui sombre lentement sous le pillage de l'homme. C'est donc tout logiquement que ces organisations tirent sur la sonnette d'alarme à travers une conférence de presse ce 2 janvier à Fada. Justin Tiendrebego et Aruna Marie. Un drame écologique est en cours à l'Est selon 6 organisations environnementales. Ces organisations élèvent ici la voix pour dénoncer le bradage et la destruction des ressources environnementales dans les aires protégées. À l'origine de ce désastre, l'insécurité à l'Est et qui ouvre un boulevard au braconnage. La carbonisation anarchique, les coupes abusives du bois, le curage des ressources halieutiques et le braconnage, pour ne citer que ceux-là, sont vraisemblablement galopants et quotidiennement observables. Les abattages illégaux d'espèces emblématiques et rares, tels que les éléphants, les lions se multiplient. L'économie forestière dans la région de l'Est est étouffée et en souffrance inhérente à la non-fonctionnalité des concessions fauniques et touristiques, avec des impacts futurs de régression du développement local. Ce désastre écologique touche également les ressources environnementales des autres pays voisins. Dans leur déclaration conjointe, ces organisations proposent une thérapie de choc afin de limiter les dégâts. Organiser dans un bref délai un cadre national d'élan écologique et solidaire pour rendre compte de la situation et prendre toutes les dispositions urgentes
conservatoire et immédiate. Deuxièmement, mettre en place un plan stratégique de sauvetage et d'urgence écologique pour préserver le complexe WAP. Troisièmement, développer et multiplier les initiatives endogènes de veille, d'alerte et de préservation des ressources environnementales. Ces structures lancent un appel aux différents partenaires pour des actions concertées afin d'élever la conscience écologique des populations pour sauver ce patrimoine. Et cet autre dossier important sur lequel se penche cette fois-ci le ministère de l'Éducation nationale, c'est bien la qualité des contenus dans l'éducation préscolaire. En partenariat avec l'ONG Planète Enfants et Développement, le ministère a organisé du 26 au 28 décembre une formation à l'endroit des encadreurs de la région du centre. Roger Kam et Sekou Zongo. Ces encadreurs du préscolaire renforcent ici leurs capacités. Ils sont plus de 182 encadreurs de la région du centre, bénéficiaires de cette session de formation. C'est véritablement de faire en sorte que l'éducation qui est dispensée dans nos structures d'éducation préscolaire soit la meilleure possible au Burkina Faso. Comme vous le savez, le projet est intitulé « Améliorer la qualité de l'éducation préscolaire » à travers des supports pédagogiques innovants et harmonisés. Nous sommes très satisfaits. C'est une formation qui vient à point nommé, dans la mesure où tout ce qui a été abordé, en tout cas, c'est vraiment très pratique, professionnel. Cela nous permettra d'améliorer et d'harmoniser, comme c'était même le thème, les fiches et qu'on a vu élaborer. L'ONG Planète Enfants et Développement, qui veut rendre accessible l'éducation à tous les enfants du Burkina, pense étendre cette initiative à toutes les régions du Burkina. Ce projet a permis d'harmoniser les supports pédagogiques et de concevoir un guide méthodologique et 16 canevas de fiches pédagogiques harmonisées et innovées au préscolaire. Ce projet touche toutes les régions du Burkina Faso. À terme, ce projet compte former plus de 314 acteurs du secteur de l'éducation du préscolaire au Burkina Faso. Hors de chez nous, elle était la présidentielle de l'espoir, censée faire sortir la Guinée-Bissau de la crise politique qui perdure depuis 4 années. Mais à peine achevée avec la victoire du candidat de l'opposition, son adversaire Domingo Pereira conteste les résultats et crie à la fraude. Une attitude qui laisse les différents observateurs sceptiques quant à la suite des événements. L'élection présidentielle est terminée en Guinée-Bissau, mais ce n'est pas sûr qu'elle apporte la stabilité au pays. Après l'annonce de la victoire du candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo, son rival Domingo Simoes Pereira a déclaré qu'il s'agissait de fraude électorale et qu'il ne reconnaissait pas le résultat. Tous les deux anciens premiers ministres, le gagnant et son adversaire, ont remporté respectivement 54 et 45% des voix, si l'on en croit la Commission électorale nationale. Embalo, le nouveau président, n'avait fait que 28% au premier tour, mais il a bénéficié du soutien des principaux candidats éliminés. Général de réserve, spécialiste des questions de défense, il n'a que 47 ans et se présente comme un rassembleur. Indépendante du Portugal depuis 1974, la Guinée-Bissau compte moins de 2 millions d'habitants. Avec cette présidentielle, le pays était censé sortir d'une crise politique qui durait depuis 4 ans. En Turquie, le feu vert est donné à Erdogan pour l'envoi de ses troupes en Libye. Le président, soutenu par le Parlement, entend venir en aide au gouvernement d'union nationale menacé par le maréchal Haftar. Pour Erdogan, c'est la matérialisation d'une promesse faite lors de l'accord de coopération sécuritaire conclu entre les deux exécutifs en novembre dernier. Le Parlement turc autorise l'intervention en Libye de l'armée pour soutenir le gouvernement officiel. À une très large majorité, les députés ont donné au président Recep Tayyip Erdogan un mandat d'1 an pour envoyer par-delà la Méditerranée des troupes en Libye. Il n'est pas certain que le président turc, à présent, prenne réellement cette initiative qui pourrait être lourde de conséquences.
La Libye, en effet, est déjà le théâtre d'une lutte d'influence entre d'un côté l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, qui soutiennent les forces du maréchal rebelle Khalifa Haftar, et de l'autre la Turquie et le Qatar, qui appuient le gouvernement d'unité nationale en place à Tripoli, dirigé par Fayez al-Sarraj et soutenu par l'ONU. Aux portes de Tripoli, le maréchal Haftar, soutenu par la France, qui estime qu'il doit faire partie de la solution politique, attend son heure pour lancer une offensive et prendre la capitale. L'alerte est maximale en Australie avec une journée noire attendue pour ce samedi. De fortes rafales de vent et des températures supérieures à 40 degrés sont attendues également. Les autorités appellent à évacuer avant le nouveau pic de chaleur. Des files de voitures sur les routes et une attente à n'en plus finir. Sur la côte, dans le sud-est de l'Australie, ce sont des villes entières qui sont évacuées à cause des incendies qui frappent le pays. Les autorités ont appelé les touristes à quitter ces zones alors qu'une nouvelle progression des feux est annoncée pour samedi. Une vague de chaleur avec des températures supérieures à 40 degrés, accompagnée de rafales de vent. Nous avons besoin que les gens restent sur les routes principales. Restez sur les routes qui sont ouvertes. N'essayez pas d'aller inspecter des zones brûlées. En plus de coordonner les secours et les évacuations, les autorités doivent aussi gérer les réserves de produits frais et d'essence qui sont presque épuisées. Les navires et avions militaires doivent aussi évaluer les dégâts et secourir des personnes piégées dans les régions les plus isolées. Certains habitants se sont notamment réfugiés sur les plages pour échapper aux flammes. Nous ne pouvons pas contrôler la catastrophe naturelle, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Ce que nous pouvons faire, c'est aider du mieux possible les secours qui mettent en danger leur vie. Nous pouvons le faire en faisant preuve de patience et du calme nécessaire pour leur permettre de bien faire leur travail. Au moins 18 personnes sont décédées dans tout le pays depuis septembre. 8 l'ont été en 48 heures. Plus de 1300 maisons ont été détruites. Mais ce bilan matériel devrait s'accroître à mesure que les pompiers atteignent les zones les plus reculées. Et voilà donc qui referme l'édition de ce soir. Merci d'avoir passé le cap de la nouvelle année en notre compagnie. Dès demain, vous serez en compagnie d'une nouvelle équipe. Bonsoir.